nouvelle capsule vidéo sur la pharmacocinétique des médicaments et particulièrement le volet qui traite l'élimination des médicaments hors de l'organisme. En fait, l'élimination du médicament sous sa forme inchangée, non métabolisée ou sous forme de métabolites qui sont conjugués hors de l'organisme va se faire via différentes voies naturelles, surtout essentiellement rénales et biliaires. Mais par contre, il existe d'autres voies d'excrétion de médicaments hors de l'organisme, nous citons les voies salivaires, lacrymales, pulmonaires, cutanées et j'en passe. Le mécanisme d'élimination, il peut être de deux types. Soit un mécanisme direct, c'est-à-dire que le médicament va être éliminé directement dans les urines ou la bile sous forme inchangée, sans subir de métabolisme, soit d'une manière indirecte. Le médicament va être d'abord transformé par métabolisme en métabolites conjugués avant d'être éliminé aussi bien dans les urines que dans la bile ou par d'autres voies d'excrétion si elles existent. Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est l'insuffisance rénale. Au cours d'une insuffisance rénale, il se crée une insuffisance d'élimination du médicament hors de l'organisme et cette insuffisance d'élimination, bien sûr, elle entraîne une prolongation de la demi-vie du médicament en question et un risque d'accumulation et de toxicité. Il existe, bien entendu, différentes voies d'excrétion des médicaments hors de l'organisme, principalement les voies rénales par les urines, les voies biliaires via les selles. Mais il existe, bien entendu, d'autres voies d'élimination des médicaments. Nous citons les médicaments peuvent être ou les métabolites excrétés dans la sueur, la salive, par voie lacrymale à travers les larmes, par l'air expiré. Au niveau, on peut trouver bien sûr une excrétion lactée, c'est-à-dire dans le lait maternel. À ce niveau-là, il faudrait faire très attention parce que le médicament, les métabolites vont passer dans le lait maternel et ils risquent de provoquer une intoxication chez le nourrisson. À prendre en considération. Nous allons commencer par l'étude de la première voie d'excrétion des médicaments, c'est l'excrétion rénale. Cette excrétion rénale, c'est en fait le passage du médicament ou de son métabolite depuis la circulation sanguine vers les urines en vue d'être excrété en dehors de l'organisme par la vessie. Donc, c'est une voie d'excrétion, bien sûr, qui concerne la plupart des molécules ou des métabolites. Bien sûr, ils sont éliminés soit sous forme inchangée ou bien sous forme de métabolites, de produits de dégradation. Et cette voie d'excrétion rénale, elle concerne la plupart des médicaments et leurs métabolites, surtout s'ils ont un poids moléculaire qui est petit, bien sûr, de 5000 ou inférieur à 65 000. Donc, ces médicaments, ces métabolites qui ont un faible poids moléculaire vont être filtrés au niveau du glomérule. Et la filtration glomérulaire, également, elle ne va concerner que les médicaments, les métabolites qui ne sont pas liés aux protéines plasmatiques. De point de vue physiologique, en effet, le néphron et son glomérule, c'est une unité élémentaire du rein. Et dans un rein, il existe en effet 1 million de néphrons. Ce néphron va jouer le rôle d'une usine, une usine d'épuration, qui va épurer le sang des toxines, des déchets, des métabolites médicamenteux, etc. pour, bien sûr, l'épuration en vue d'éliminer, bien sûr, ces déchets dans les urines. On va distinguer 3 mécanismes différents en ce qui concerne l'excrétion rénale des médicaments. La filtration glomérulaire, notez petit a, la réabsorption tubulaire, et c'est elle qui pose un problème, surtout le problème d'intoxication médicamenteuse, il faudrait la prendre en considération, et la sécrétion tubulaire en petit poids. Nous allons commencer par la filtration glomérulaire. Comme on regarde au niveau de cette image, juste bien sûr à droite de la vidéo, j'ai entouré en bleu bien sûr le glomérule. Le glomérule, c'est l'endroit où va se faire la filtration glomérulaire, il est globuleux, là à ce niveau-là, et
Son rôle, c'est de filtrer le sang qui entre bien sûr dans le glomérule à travers les artérioles afférentes. C'est un sang qui est riche en toxines, riche en métabolites, riche en produits de dégradation, de déchets, en vue d'être épuré, d'être filtré pour nous donner bien sûr à la sortie du glomérule, à travers les artérioles afférentes, du sang qui est propre, épuré, plus ou moins totalement, partiellement épuré de ces déchets. Donc, ce glomérule, il se comporte comme un filtre qui n'est pas sélectif, c'est-à-dire qu'il va filtrer toutes les molécules sans faire de distinction. Mais la seule chose, c'est que ces molécules doivent être de faible poids moléculaire, inférieur au poids moléculaire de l'albumine, c'est-à-dire 65 000, et également, elle va filtrer uniquement les molécules ou les métabolites qui ne sont pas liés aux protéines plasmatiques. Toute molécule liée aux protéines plasmatiques ou de haut poids moléculaire supérieur à 65 000 ne seront pas filtrés au niveau du glomérule et donc ne pourront pas être éliminés dans les urines. Ils doivent suivre une autre voie d'excrétion des métabolites du médicament hors de l'organisme, à savoir la voie biliaire ou les autres voies lacrymales, la voie pulmonaire, la voie cutanée et j'en passe. Donc cette filtration glomérulaire, par exemple l'albumine, c'est une protéine normalement qu'on trouve dans le plasma. Elle est de haut poids moléculaire de 65 000. Normalement, elle n'est pas filtrée au niveau du glomérule dans un état normal, chez un sujet qui est sain. Elle n'est pas filtrée ou bien on la trouve en petite quantité, en quantité infime. En cas d'insuffisance rénale, si on dose l'urine, on trouve une concentration importante d'albumine. Là, on prouve bien qu'il y a une insuffisance rénale. Donc, le deuxième mécanisme qu'on va étudier, c'est la réabsorption tubulaire qui s'effectue tout au long du tubule du néphron. Cette réabsorption, elle pose un problème, surtout en ce qui concerne, elle provoque des intoxications médicamenteuses. Donc, c'est quoi la réabsorption? Eh bien, c'est un passage de la molécule du métabolite depuis le tubule du néphron vers, en fait, la circulation sanguine. D'où on verra une concentration augmentée du médicament, du métabolite en question. Elle se fait normalement de deux mécanismes. Soit elle va se faire en effet par réabsorption active, c'est-à-dire une réabsorption qui dit active nécessite la consommation d'énergie. Et également, cette réabsorption active, elle va concerner essentiellement les substances endogènes de l'organisme, présentes normalement dans l'organisme, telles que le sodium, le potassium, l'acide urique, le glucose, les acides aminés et quelques médicaments qui ont une structure proche des acides aminés, tels que par exemple nous citons l'alpha-méthyldopa. Et le deuxième type de réabsorption, c'est la réabsorption passive. Qui dit passive ne consomme pas d'énergie. Et bien sûr, mais elle dépendra, c'est la réabsorption passive, elle concerne la majorité des médicaments et de leurs métabolites. Et cette fois-ci, cette dernière, elle va dépendre des caractéristiques physico-chimiques du médicament lui-même, du métabolite, et également du pH urinaire. Et de l'ionisation, bien sûr, degré d'ionisation, bien sûr, du médicament. Et cette propriété qui est surtout utilisée dans certains cas de surdosage, pour accélérer l'élimination du médicament en dehors via les urines et éviter sa réabsorption au niveau sanguin et éviter ainsi l'intoxication. Nous allons citer l'exemple par exemple d'un médicament qui est acide. Nous donnerons l'exemple de l'aspirine ou bien sûr du phénobarbital. Ces médicaments-là sont des molécules acides. Si bien sûr ces molécules acides tels que le phénobarbital ou l'aspirine, s'ils sont dans un pH urinaire acide, ils vont se retrouver sous une forme non ionisée. Et donc, cette forme non ionisée va être réabsorbée, bien sûr, au niveau des tubules et on verra leur concentration sanguine augmenter au niveau du sang et d'où une intoxication par l'aspirine ou par le phénobarbital. Donc, si on veut éviter l'intoxication par l'aspirine, nous devons, à ce niveau-là, alcaliniser l'urine, rendre l'urine un pH basique, alcalin, par administration de bicarbonate de sodium. C'est-à-dire que cette molécule qui est l'aspirine acide, qui se trouve dans un pH, cette fois-ci alcalin basique, elle va se retrouver sous sa forme ionisée, donc très hydrosoluble, et donc elle sera facilement
excrétée dans les urines. De ce fait, on va bloquer la réabsorption tubulaire, bien sûr, de cette molécule dans le sang et donc éviter l'intoxication par l'aspirine. Dans un autre cas de figure, si la molécule cette fois-ci est basique, sous la forme base, c'est le cas par exemple des amphétamines, sont des bases. Si ces amphétamines qui sont des bases, ils sont dans un pH qui est urinaire, cette fois-ci basique, ils vont se retrouver sous une forme, bien sûr, non ionisée, donc facilement réabsorbée au niveau tout le long du tubule. Et donc, si elles sont réabsorbées au niveau du tubule, on verra leur concentration plasmatique augmenter, d'où une intoxication à l'amphétamine. Pour contrecarrer, bien sûr, à ce problème d'intoxication, nous devons agir sur le pH urinaire. Cette fois-ci, le pH, nous devons en fait l'acidifier par l'administration de chlorure d'ammonium. Donc, quand on prend le chlorure d'ammonium, on va acidifier le pH urinaire. Le pH urinaire sera acide. L'amphétamine est une base dans un milieu acide va se trouver sous sa forme ionisée, donc très hydrosoluble, et elle va être très éliminée dans les urines. On bloquera la réabsorption tubulaire de l'amphétamine, d'où une diminution de sa concentration plasmatique et une diminution de l'intoxication par les amphétamines. Donc, le troisième phénomène, c'est la sécrétion tubulaire. La sécrétion tubulaire, comme on peut voir au niveau de cette image, elle se situe au niveau de la partie proximale des tubules du néphron. C'est la partie que j'ai entourée en bleu. Donc, c'est quoi? C'est le passage, en fait, des substances ou des molécules depuis la circulation sanguine vers les tubules du néphron. Et cette fois-ci, c'est un processus actif qui nécessite la consommation d'énergie. Et également, c'est un processus qui s'effectue au niveau du tube proximal et également c'est un processus qui nécessite des transports spécifiques, des transporteurs spécifiques de chaque molécule. Et en plus, il s'agit d'un phénomène qui est saturable. C'est-à-dire que si les molécules qui sont situées dans le plasma, ils se fixent à toutes, bien sûr, tous les transporteurs qui sont à ce niveau-là, il n'y aura plus de place pour d'autres molécules et ces molécules vont rester dans la circulation sanguine et provoquer peut-être un phénomène d'intoxication à ce niveau-là. Donc, c'est également un phénomène qui est compétitif. C'est le cas de certaines interactions médicamenteuses. Si on prend par exemple en association deux médicaments tels que la pénicilline et la probénicine, si on les administre simultanément, et bien, tout simplement, l'élimination de la pénicilline sera retardée puisque la probénicine va venir se fixer sur les récepteurs de transport de manière sélective et comme c'est un phénomène saturable, il n'y aura plus de place pour la pénicilline et donc la pénicilline va rester dans la circulation sanguine et sa concentration se verra augmenter et risque d'intoxication par la pénicilline à ce niveau-là. Donc, plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette excrétion rénale de médicaments. Nous avons essentiellement les caractéristiques liées au malade lui-même, telles que l'âge, surtout chez les sujets âgés. Les interactions médicamenteuses, comme on a vu tout à l'heure au niveau de la sécrétion tubulaire entre la pénicilline et la probénicine, qui est une interaction compétitive. Le cas de certaines pathologies associées au cas d'insuffisance rénale où il y a une diminution de la filtration glomérulaire qui retarde en fait l'excrétion rénale de certains médicaments provoquant même des intoxications médicamenteuses par augmentation de la concentration plasmatique en ce métabolite ou en ce médicament. Une autre voie d'excrétion, bien sûr, des médicaments en dehors de l'organisme, c'est la voie biliaire. C'est un mécanisme de diffusion passive qui ne nécessite pas, bien sûr, la consommation d'énergie, mais également, il se fait de deux manières. Soit le métabolite conjugué, il est éliminé dans la bile et de la bile vers élimination vers les selles, ou bien ce métabolite conjugué, il va se déverser dans la lumière intestinale, essentiellement dans le duodénum. Et dans le duodénum, il va subir une hydrolyse et il y aura une réaction de déconjugaison. Comme la réaction qu'on a vue au niveau du cours de métabolisme de conjugaison, c'est une réaction réversible. Cette fois-ci, c'est l'inverse qui se produit. Hydrolyse, déconjugaison, production de la molécule initiale de départ active qui a une activité thérapeutique. Donc, elle va être réabsorbée en partie au niveau de la membrane du tube digestif
et donc on verra sa concentration plasmatique augmenter dans la circulation générale et de point de vue cinétique, dans la courbe cinétique, nous allons voir un deuxième pic au niveau de la concentration plasmatique. C'est un effet rebond au niveau des concentrations plasmatiques et ce phénomène-là, il permet de prolonger l'effet du médicament dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle le cycle de recyclage du médicament qui est le cycle entéro-hépatique. Donc d'autres voies d'excrétion des médicaments dehors de l'organisme. On a les voies salivaires, dans la salive, pulmonaire, pour les produits essentiellement volatiles tels que les anesthésiques, dans la voie lacrymale, dans les larmes, et la voie lactée, dans le lait maternel. Eh ben, il faut faire attention puisque le métabolite ou les médicaments peuvent passer dans le lait maternel et entraîner un risque d'intoxication chez le nourrisson. Donc, il y a plusieurs paramètres pharmacocinétiques qui peuvent être utilisés pour, en fait, quantifier l'élimination des médicaments dehors de l'organisme. Nous avons deux types de mesures, la clairance NOTCL et la demi-vie d'élimination des médicaments, T1,5. Donc la clairance CL. La clairance CL, c'est le volume de plasma qui est totalement épuré par unité de temps et il est exprimé en millilitres par minute. Nous distinguons plusieurs clairances. La clairance rénale, CLR, c'est l'élimination rénale du médicament. La clairance hépatique, CLH, c'est l'élimination hépatique du médicament. La clairance totale ou systémique du sang, c'est la somme des clairances rénales et plus la clairance hépatique. Mais également, dans certains exercices de pharmacocinétique, cette clairance totale, c'est la somme de la clairance rénale ou extra-rénale. C'est quoi extra-rénale? Extra-rénale, c'est-à-dire toutes les autres clairances autres que la clairance rénale, c'est-à-dire clairance hépatique, salivaire, biliaire, cutanée, et j'en passe. Et des fois, ils notent la clairance totale, c'est la clairance hépatique plus la clairance extra-hépatique. Et les clairances extra-hépatiques, on rassemble sous le nom de clairance extra-hépatique la clairance rénale, la clairance pulmonaire, cutanée, salivaire, lacrymale, etc. Donc, si on veut également calculer la clairance de chaque organe, ici on considère dans cette image que le cylindre orange, c'est une cellule hépatique, d'où ici on veut calculer une clairance hépatique. Ben, tout simplement, la flèche qui entre dans l'organe, dans la cellule, elle détermine la concentration afférente ou la concentration artérielle. Au niveau de l'artère, on sait très bien qu'au niveau de l'artère, il entre du sang qui contient beaucoup de toxines, qui contient des métabolites en vue d'être épuré. Donc c'est une concentration artérielle riche en toxines. Et donc elle traverse l'organe qui est ici, par exemple dans cet exemple le foie, il va être épuré et puis la flèche qui va sortir, c'est la concentration efférente, c'est la concentration veineuse. Les veines, ils vont vous faire sortir du sang qui est partiellement, totalement épuré des toxines ou des métabolites. Donc, la clairance en général, c'est le débit sanguin de cet organe qu'on multiplie par la concentration artérielle afférente qui entre pleine de toxines. On soustrait la concentration veineuse qui en sort partiellement ou totalement épurée sur la concentration artérielle riche en toxines. On peut faire la même chose si on veut déterminer la clairance rénale, mais cette fois-ci en utilisant le débit sanguin au niveau des reins. Donc, ici, on veut calculer la clairance totale ou systémique, mais en fonction des voies d'administration. Si on considère un médicament qui est pris par voie intraveineuse, un médicament pris par voie intraveineuse sera directement injecté dans les veines, dans l'organisme, et donc ça... il n'y a pas de phase d'absorption, il n'y a pas de perte de concentration plasmatique. C'est-à-dire que la dose administrée sera, bien sûr, la concentration, bien sûr, totale du médicament dans l'organisme, puisque l'effet est immédiat en cas d'administration intraveineuse. D'où le calcul de la clairance totale dans ce cas-ci est égal à la dose administrée qu'on divise par l'air sous la peau. Si, par exemple, le médicament est utilisé par voie orale, cette fois-ci, il y a une phase d'absorption, c'est-à-dire une phase de latence au cours de laquelle le médicament doit être absorbé à travers les muqueuses ou, bien entendu, les membranes digestives. Donc, il y aura une perte de sa concentration plasmatique. Et là, nous devons prendre en considération le facteur F de biodisponibilité, puisqu'il peut y avoir également
un effet de premier passage hépatique qui perd de l'activité, en fait, de la concentration plasmatique du médicament. Donc, pour évaluer la concentration exacte du médicament dans le sang. Donc, on va faire clairance totale, cette fois-ci par voie orale, c'est le F, biodisponibilité, fois la dose administrée divisée par l'air sous la tête. Deuxième paramètre qui permet de quantifier en fait l'élimination des médicaments de l'organisme, c'est la demi-vie T1,5. La demi-vie, c'est quoi par définition? C'est le temps au bout duquel la concentration sanguine du médicament elle va être diminuée de moitié. Si on considère cet exemple qui est devant nous ici, ce graphe qui correspond pas, ce n'est qu'un exemple, les valeurs ici ne sont que des valeurs explicatives. Il s'agit bien sûr d'un médicament administré par voie intraveineuse parce qu'il n'y a pas de phase d'absorption. La concentration maximale ici à ce niveau-là, au niveau de cet exemple, est de 10 millimoles par litre. Si on veut déterminer la demi-vie T1,5, on va prendre cette concentration de 10 millimoles par litre, on va la diviser par 2, on trouve 5. On va bien sûr tirer une droite jusqu'à atteindre la courbe et jusqu'au point d'intersection, on va extrapoler au niveau des axes, des abscisses, on va trouver la valeur 2 heures. 2, c'est la demi-vie de ce médicament, donc il faudrait attendre 2 heures pour que la concentration plasmatique du médicament soit diminuée de moitié. Si on veut de la même manière déterminer deux demi-vies, 2 T1,5, on doit prendre ce 5 millimoles par litre et diviser également par 2, on va trouver 2,5 millimoles par litre. On va l'extrapoler de la même manière sur l'axe des abscisses. On va trouver 4 heures. 3 T1,5, c'est la même chose. On va prendre ce 2,5 millimoles par litre divisé par 2, 1,75. On va l'extrapoler de la même manière sur l'axe des abscisses. On va trouver 6 heures. Et ainsi de suite, 4 T1,5, 5 T1,5. Donc, la demi-vie d'élimination des médicaments, c'est une demi-vie qui est décroissante. C'est-à-dire qu'au bout de la première demi-vie, il y a une diminution de 50% de la concentration plasmatique de départ. Au bout de 2 demi-vies, il ne reste plus que 25% de la dose, la concentration plasmatique de départ. Au bout de 3 demi-vies, il ne reste que 12,5% du médicament, 4 demi-vies, 6,25% du médicament. Au bout de 5 demi-vies, 3,125% de médicaments et ainsi de suite. Donc, en règle générale et théoriquement, on considère que, bien sûr, au bout de 7 demi-vies, il ne resterait plus que des traces de la concentration plasmatique de départ du médicament et c'est ce qui nous permettra d'évaluer la posologie du médicament et les différentes doses à administrer par jour. Merci en fait d'avoir suivi. Merci en fait d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.